Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur Falk, Monsieur Dalpont. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir vous présenter les activités de l'Agence spatiale européenne et j'espère pouvoir vous convaincre de l'intérêt primordial des activités de génie des procédés dans le développement de nos technologies. Si j'ai bien compris, on fête les 30 ans de votre conférence et de façon un peu anecdotique, cela correspond aussi à la première expérience française qui a été faite à bord d'une fusée chinoise en août 1987. Et vous avez ici, devant moi, devant Thomas Pesquet, le hardware qui a été utilisé pour, à ma connaissance, la première expérience en microgravité de recyclage du CO2 pour production d'oxygène. Donc c'était fait avec 2 bioréacteurs et vous voyez, c'est extrêmement petit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir que c'était une volonté française de principalement 2 ingénieurs de ce qui était Matra Espace, qui sera aujourd'hui Airbus, et d'un certain nombre de scientifiques, notamment du CNRS de Givre-sur-Yvette, Guy Dubertré et Madame Lefortan. Alors, pourquoi cette motivation? Parce qu'en fin de compte, l'astronaute, qu'il soit sur Terre ou qu'il soit dans l'espace, il a besoin d'abord d'oxygène, ensuite d'eau et de nourriture, et effectivement, pour éviter de grossir trop vite, il produit à peu près la même quantité de déchets, au moins en masse. Alors, on n'a pas trop de difficultés à imaginer la grande partie des déchets, mais on oublie souvent quand même la partie contaminant, ce qu'on appelle les éléments traces, qui seront la partie microbienne, éléments chimiques traces, et la partie chimique. Ça représente à peu près, par personne et par jour, 5 kilos. Donc si vous regardez de façon à peu près précise, vous vous rendez compte que pour une mission vers Mars, où on pense avoir à peu près 6 astronautes, vous allez vous trouver aux alentours de 30 tonnes uniquement en besoins métaboliques. Pas d'hygiène, rien du tout, le minimum pour rester en vie. Et si évidemment vous ajoutez un petit peu d'hygiène, et 20 litres par jour, c'est vraiment rien du tout, vous le savez, l'Européen consomme largement plus que ça, vous êtes aux alentours de 130 tonnes, et ça, c'était pas compatible il y a 30 ans avec les performances des lanceurs, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut au mieux déposer aux alentours de 9 tonnes à la surface de la Lune, et quand vous êtes sur la Lune, vous êtes bien loin d'être arrivé sur Mars. Donc il y a un vrai problème. Alors, vous avez 2 options. Vous avez l'option que je dirais Texas, j'espère qu'il n'y a pas de Texans dans la salle, qui est d'essayer de faire des lanceurs plus gros. Et puis vous avez l'option européenne de se dire peut-être qu'on peut essayer de recycler et éviter de transporter toutes ces masses. Alors, la deuxième chose auquel on ne pense pas, c'est effectivement le fait que le volume soit extrêmement réduit. Si vous voyez sur cette photo, on voit assez bien l'espace qui est autorisé aux astronautes pour la phase de transit. C'est-à-dire que la phase entre la Terre et la Station spatiale internationale. Vous voyez, donc c'est extrêmement contraint. Et si on fait une comparaison avec une grande ville mondiale telle que Singapour, si vous faites en surface, vous êtes effectivement très largement supérieur à Singapour. Mais si vous regardez en volume, c'est absolument catastrophique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a des contaminants, ils vont s'accumuler très rapidement à l'intérieur du véhicule et ça entraîne un certain nombre de risques pour les astronautes. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Donc la Station spatiale internationale, elle orbite à peu près à 400 km au-dessus de nos têtes, donc ce qui fait à peu près, pour simplifier, Paris-Amsterdam. Vous êtes à peine arrivé à Amsterdam avec 400 km. Donc on peut régulièrement envoyer des cargos pour transporter, justement, amener l'eau, la nourriture et l'oxygène. Et puis la technologie de recyclage, elle est assez simpliste. En fin de compte, on utilise un cargo qui n'est pas protégé thermiquement et on brûle tout en réentrant. Effectivement, si vous quittez l'orbite terrestre, cette stratégie qui est quand même assez simpliste, elle ne marche plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on voudrait essayer d'absolument tout recycler à bord du véhicule de façon à obtenir une autonomie maximale et ne plus dépendre de l'arrivée des cargos qui effectivement peut être contraignante, en sachant qu'en plus, vu le positionnement Terre-Lune, Terre-Mars, Soleil, vous ne pouvez partir vers Mars qu'une fois tous les 3 ans. Vous pouvez toujours essayer entre les deux de passer à travers le Soleil, mais il faudrait passer de nuit pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, en fin de compte, tout le challenge de Mélissa et tout le challenge des systèmes de support vie, c'est comment choisir et assembler des procédés pour obtenir un taux de recyclage maximum, mais effectivement une sécurité aussi maximale, parce que quand même l'objectif numéro 1, c'est de ramener notre astronaute en vie. Alors il y a des approches privées
où on va coloniser Mars, et personne ne revient. Je vous rassure, l'approche gouvernementale, que ce soit l'approche de la NASA, de l'ESA, de la JAXA au Japon, c'est effectivement de ramener nos astronautes. Alors, comment on peut faire ça? Donc, on a une approche extrêmement systémique, ça c'est vraiment une caractéristique des développements de l'espace. On a ce qu'on appelle les critères ALICE, Advanced Life Support System Evaluator, où on va effectivement caractériser nos procédés et les comparer en regardant évidemment l'efficacité de recyclage et puis la masse, parce que ça reste pour nous le critère clé. Il faut s'affranchir de la gravité terrestre. Pour vous donner une idée, c'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est aux alentours de 30 000 € pour transporter 1 kilo de masse sur la Station spatiale internationale. Donc vous voyez, tout kilo gagné fait des économies importantes aux pauvres citoyens européens sur ces impôts. Voilà. Donc on regarde tout ça, on regarde aussi le temps équipage, parce que l'astronaute n'est pas supposé passer son temps à réparer le système, il est là pour faire de la recherche, donc le temps équipage fait aussi partie des critères extrêmement importants. Alors on a une approche systémique, parce qu'on est obligé de regarder toute la mission. Quelles sont d'abord les performances du lanceur? Peut-être qu'en fin de compte, si on a un lanceur relativement performant, on pourra s'affranchir d'uniquement 50% de recyclage. Peut-être que si on produit du méthane, c'est plus intéressant de l'utiliser pour la propulsion que d'essayer de le recycler vers de la nourriture. Tous ces aspects-là, quelles sont la source d'énergie possible? Est-ce qu'on aura des panneaux solaires? Est-ce qu'on aura une propulsion nucléaire? Donc ça, c'est vraiment les critères d'en haut, les critères de la mission. Et puis ensuite, on va décliner, je dirais, sur les procédés de support vie, une approche de modélisation et de simulation, de façon à avoir déjà des bilans de masse en statique et en dynamique, avoir ensuite de façon organique les premières masses du hardware, on est vraiment là sur des modèles de structure. On va ensuite intégrer les modèles de tolérance. Est-ce qu'il nous faut des systèmes redondants, une fois, deux fois, trois fois? Est-ce qu'on va avoir de la redondance chaude ou pas? Et puis effectivement, là on est encore en train de travailler parce que réussir à quantifier un temps équipage quand l'astronaute est en microgravité, c'est relativement complexe, parce que des tâches au sol que vous feriez en 5 minutes sont plus complexes pour un astronaute, puisqu'il faut qu'il s'attache. En général, par exemple, quand un astronaute tape sur un clavier d'ordinateur, si vous regardez bien sur les photos, vous verrez qu'il a les pieds calés dans des sortes de sandales, de façon à pouvoir se stabiliser et à pouvoir travailler. Donc tout de suite, les temps équipage sont relativement plus difficiles à calculer. Mais en fonction de ces outils, on est capable effectivement d'avoir une plateforme commune, on va pouvoir sortir ces paramètres. Alors, effectivement, produire une molécule d'oxygène, bon, c'est quand même pas très complexe, je ne vais pas vous expliquer ça à vous. Une molécule d'eau, c'est pas non plus très complexe. Dès que vous abordez la nourriture, on passe sur des choses quand même un petit peu plus élaborées. Et aujourd'hui, ce n'est pas un grand secret de dire qu'on ne sait pas synthétiser la nourriture sans passer par des procédés biologiques. Alors, biologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement des molécules très complexes, ça veut dire des cinétiques très élevées mais aussi très lentes. Et puis, ça veut dire, dès qu'on va être exposé aux radiations, donc dès qu'on va quitter les ceintures de Van Allen, on va passer de l'autre côté des ceintures de Van Allen. Là, je ne parle pas du groupe de hard rock, pour ceux qui sont un peu plus anciens. Je parle vraiment de cette ceinture électromagnétique qui protège notre Terre des radiations solaires. Effectivement, là, il y a effectivement des risques d'évolution qu'il va falloir tenir compte progressivement. Alors, le projet Mélissa a été démarré en 1989, donc à peu près, je dirais, signé en 1989. La motivation, effectivement, on la situe aux alentours de 1987. Aujourd'hui, ça représente une trentaine d'organisations en Europe sur 14 pays. Alors, aujourd'hui, je ne suis que l'ambassadeur de cette équipe. Vous avez ici l'équipe Mélissa lors d'une des dernières réunions, donc ça représente à peu près une centaine de personnes, et vous reconnaîtrez assez facilement quelques visages qui sont aujourd'hui dans la salle. Alors, Mélissa s'inspire, je dis bien s'inspire, n'essaie pas de répliquer. Mélissa s'inspire d'un écosystème terrestre. On n'a pas du tout l'intention de faire voler un lac, mais l'idée est là, c'est-à-dire que vous allez retrouver au fond du lac un compartiment qui est un oxygénique. Un petit peu plus haut dans le lac, vous allez avoir des algues rouges, vous avez un compartiment photohétérotrophique. Vous montez encore un petit peu plus haut, vous êtes proche de la surface, donc vous allez avoir un peu d'oxygène dissous, vous allez pouvoir nitrifier les sources d'azote, c'est principalement l'urine en provenance de la dégradation des protéines. Et puis en surface, vraiment à la surface du lac, vous allez avoir de la lumière, vous allez avoir tous les éléments qui ont été dégradés, et vous allez avoir du CO2, donc vous allez pouvoir avoir une activité photosynthétique. Et c'est là, effectivement, où vous allez pouvoir, avec des microalgues et des plantes, produire eau, nourriture et oxygène. Alors,
maîtriser un système comme ça, avec la sécurité requise par les vols habités, vous oubliez. Aujourd'hui, on n'est absolument pas capable de le faire, même s'il y a des progrès fabuleux qui ont été faits en métagénomique, on n'est pas encore aujourd'hui capable de développer des modèles pour ça. Donc, on s'est inspiré de ça, mais effectivement, on l'a simplifié, je dirais presque au maximum, et on peut parler de ce qu'on entend souvent d'écologie fonctionnelle. Donc, on a pris chaque niveau du lac, que vous venez de voir, et puis pour simplifier, on les a mis dans un bioréacteur. Je dis souvent dans des publics moins éduqués, je dis souvent qu'on les met dans un bidon, mais c'est exactement ça. Donc, dans le compartiment 1, vous allez retrouver le fond du lac, hein, vous êtes dans les boues, vous êtes une fermentation anaérobique. Dans le compartiment 2, vous avez les algues rouges. Dans le compartiment 3, vous avez la nitrification. Et puis ensuite, vous avez ce doublon, microalgues plantes supérieures, qui sont le compartiment 4. Et c'est là où vous allez produire effectivement eau, oxygène et nourriture. Alors, pour simplifier, vous avez 3 compartiments pour recycler les déchets, transformer les déchets, et un compartiment producteur. Alors, il y a un certain nombre de projets qui existent dans le monde où on ne parle uniquement que du compartiment plante supérieure. Pour simplifier, ça ne fait pas sens. Parce qu'une plante, en moyenne, produit 50% de déchets. Hein, c'est une valeur normale. Ça ne marche pas sur la laitue, mais ça marche assez bien sur les tomates. Et si vous ne recyclez pas cette biomasse qui n'est pas comestible, ben, votre système ne fait pas sens. Hein. Donc voilà déjà un projet, je dirais, relativement simplifié d'écosystème. Et puis ensuite, on va effectivement déployer toute la batterie de génie des procédés de façon à pouvoir exactement où on en est dans les taux de recyclage, quelles sont les dynamiques, quelles sont les limitations, et ainsi de suite. Je ne vous explique pas un peu plus. Alors, comme vous travaillez en boucle, excusez-moi, le premier challenge, c'est d'être sûr que chaque procédé utilisé a un certain degré d'efficacité, parce qu'effectivement, autrement, eh bien, vous aurez l'efficacité du procédé le moins performant. Il faut absolument que ces systèmes soient compatibles en statique et en dynamique. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un procédé qui produit 5 kg d'oxygène par heure, eh bien, il faut que les compartiments suivants aient exactement la même consommation. Sinon, vous avez des buffers, vous avez des tanks, et ça représente de la masse. Donc là encore, on est obligé de regarder au niveau système. Ça veut dire que vous êtes capable de modéliser des systèmes biologiques avec un niveau de détail relativement important. Vous ne pouvez pas vous limiter au carbone et à l'azote. Vous êtes obligé de regarder les éléments traces. Et là, ça devient un vrai challenge parce qu'effectivement, vous êtes obligé d'avoir des réacteurs de volume important pour pouvoir faire des prélèvements et vous avez des limitations analytiques importantes. Vous pouvez avoir sur tous les cycles, effectivement, vous allez avoir un certain nombre de dynamiques de cycles. Si vous parlez sur l'eau, si vous parlez sur les solides, si vous parlez sur l'air, vous n'êtes pas sur les mêmes dynamiques. Donc, vous pouvez avoir des dérives progressives qui vont effectivement mettre votre système en danger. Vous allez travailler avec des micro-organismes, donc vous avez tous les aspects biosécurité. Je vous rassure, les micro-organismes poussent très bien dans l'espace. Et effectivement, vous avez le dernier point qui est être sûr que l'astronaute va accepter de consommer les produits recyclés. Alors, on a une démarche extrêmement pas à pas, progressive, et même si Melissa existe déjà depuis 28 ans, on n'a pas encore terminé complètement ce travail. Donc on va suivre le travail d'un certain nombre de gens que vous connaissez bien, que ce soit Lavoisier, Jacques Monod ou Clausius, et effectivement on va faire un travail qui va commencer du niveau du micro-organisme jusqu'à la communauté. On ne va pas se limiter uniquement aux principaux éléments, mais on va progressivement, pour simplifier, se rapprocher de toute la table de Mendeleïev. C'est extrêmement ambitieux, mais c'est dans cette direction-là qu'on va. Et effectivement, on va travailler en commençant par les bilans de masse et ensuite se rapprocher de plus en plus des modèles thermodynamiques. Et last but not least, effectivement, toute la problématique d'évolution, qu'elle soit due au stress spatial ou au stress radiatif. Voilà. Alors, je profite d'être face à vous pour remercier quelqu'un qui a tenu la barre du génie des procédés de Melissa depuis des années. Alors, c'est quelqu'un qui déteste qu'on lui cire les chaussures, mais de temps en temps, il s'apprête à des belles photos, et Gilles Wetterbercier pour avoir tenu tout ce travail toutes ces années. Alors effectivement, on regarde tous les procédés avec l'approche de Lavoisier, hein, donc ça, pour vous, c'est extrêmement classique. On regarde la matrice d'entrée, la matrice de sortie, et puis, en fin de compte, ce qui est malheureusement du déchet. Et puis on regarde aussi, est-ce qu'on peut réintégrer cette partie déchet quelque part, comment on va la traiter. Donc on essaie d'avoir une vue métabolomique de la boucle Melissa dans sa globalité.
Et puis une fois qu'on a fait ça avec le premier procédé, on reprend la matrice de sortie, on la rentre dans le deuxième procédé, et ainsi de suite, de façon effectivement à pouvoir faire des bilans de masse complets sur toute la boucle. Alors, je voudrais vous parler de l'intérêt de l'urine, ça aurait fait un beau sujet de philo pour le bac. Et juste là, déjà, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a en fin de compte différentes possibilités en fonction de la durée de la mission. Par exemple, aujourd'hui, l'urine est recyclée sur la Station spatiale internationale, mais uniquement sur la partie eau. Pour simplifier, on fait bouillir, on passe en biphasique et on recondense sur une surface et on récupère. Alors, ça a plusieurs défauts. Le premier, c'est que c'est énergivore, la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que récupérer une condensation en microgravité, c'est pas simple. Et puis, effectivement, tout le reste des éléments, hormis l'eau, est perdu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de regarder si on ne pourrait pas récupérer l'azote pour compenser les fuites. Il faut savoir qu'un véhicule spatial est effectivement dans l'ultra-vide, donc vous n'avez pas zéro de fuite, vous avez toujours des fuites. Vous avez encore plus de fuites quand l'astronaute a des activités extravéhiculaires, quand il sort au niveau des scaphandres. Donc effectivement, récupérer l'azote pour compenser ces fuites, ce n'est pas inintéressant. Si vous avez une mission encore plus longue, vous pouvez espérer récupérer les nitrates pour pouvoir effectivement produire de la nourriture. Et puis, là, c'est encore un peu futuristique, voir si vous ne pouvez pas récupérer un peu d'énergie. Alors, je vais juste vous parler un petit peu plus de compartiments, mais je pense que pour vous, c'est relativement simple. Effectivement, aujourd'hui, on nitrifie l'urine, déjà pour la stabiliser. Il faut savoir que sur la Station spatiale internationale, l'élément chimique le plus toxique, le seul qui ne respecte pas les règles de sécurité, c'est la stabilisation d'urine. Donc vous êtes vraiment sur un élément extrêmement toxique. Donc déjà, la nitrification présente un intérêt puisqu'elle nous permet d'éviter cette toxicité. Et là, vous avez un réacteur en lit fixe relativement classique avec deux bactéries, nitrobactères, nitrosomonas, ou simplifié. Vous envoyez votre urine en bas avec de l'oxygène et en sortie, si tout se passe bien, vous avez des nitrates. Alors là, effectivement, on voit déployer le catalogue de techniques de génie des procédés avec les paramètres biologiques et puis les paramètres physiques, là, notamment les échanges gaz liquides. Et puis, comme c'est un lit fixe, en fin de compte, on va utiliser des alamis tactiques. On va couper le réacteur en différentes tranches de façon à pouvoir avoir une vue globale et on reconstruit ensuite notre système. Tout ceci nous permet de valider ensuite les modèles. Donc vous, ici, vous pouvez voir un exercice qu'on a fait il y a quelques temps. Donc vous avez ici la contrainte qui a été créée. On fait varier l'oxygène en entrée. On maintient la charge d'azote. Et puis, on fait la simulation en rouge. Vous avez la simulation du modèle en rouge. Et les points bleus sont les points des échantillonnages. Donc vous voyez que sur les concentrations en nitrite qui sont quand même extrêmement faibles, on est aux alentours de 0,2 à 0,6 grammes par litre, on a quand même des modèles qui sont relativement bien calés. Et c'est absolument nécessaire, puisque la sortie de ce compartiment va nourrir le compartiment suivant, et ainsi de suite. Vous êtes sur un système circulaire, donc vous êtes vraiment obligé à tous les niveaux, à tous les étages, d'avoir une caractérisation relativement forte. Donc je vous ai parlé de la partie recyclage de déchets, je voudrais vous parler aussi de la partie producteur. Donc dans la boucle Mélissa, vous avez deux procédés différents, les microalgues et les plantes supérieures. Et je voudrais vous présenter un exercice qu'on a fait avec une souris dans une boîte et les microalgues dans l'autre. En fin de compte, pour ceux qui s'intéressent, cette expérience avait déjà été faite il y a 300 ans à peu près, avec une bougie et une plante. Elle a été présentée il y a quelques semaines lors d'un congrès de microalgues où je me suis retrouvé ridicule en expliquant qu'on essayait de le faire aujourd'hui. Bon, c'est pas très grave. Et donc cette souris, en fin de compte, elle est là comme contrainte. Elle va consommer l'oxygène et les microalgues vont effectivement consommer le CO2. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Pourquoi on considère les microalgues? Parce que c'est relativement difficile d'avoir un apport en protéines important uniquement avec des plantes. Vous pouvez le faire avec du soja, mais c'est effectivement un peu plus difficile. Et ici, sur cette approche, on a l'avantage de pouvoir tester en dynamique notre système. Donc, voici notre compartiment microalgue tel qu'il existe sur notre site pilote de Barcelone. Vous l'avez ici, en fin de compte, le compartiment est là. Le reste, effectivement, c'est l'instrumentation sol. Le poids et la masse de ce système est effectivement pas du tout compatible, je vous expliquerai pourquoi, mais ça nous permet de truffer notre procédé de capteurs divers et avariés, de façon à obtenir un maximum de résultats. Vous avez ici l'opérateur. Effectivement, ici, dans ce compartiment spécifique, on travaille dans conditions axéniques, pour être sûr de ce qu'on fait.
Et ici, vous avez notre compartiment consommateur, qui est en fin de compte le rat. La difficulté qu'on avait ici, c'est de réussir à avoir au sol les mêmes contraintes d'étanchéité que celles de la Station spatiale internationale. Donc c'est un système qui a été déployé spécifiquement pour nous, de façon à être sûr qu'on n'ait pas effectivement une contamination par l'oxygène extérieur. Donc voici notre équipage. Notre équipage est en fin de compte uniquement pour consommer l'oxygène et produire du CO2. On ne fait pas de recherche animale, mais on respecte effectivement toutes les contraintes éthiques. Je peux vous assurer que notre équipage est parfaitement heureux. Notre équipage a le droit à un lecteur MP3. Ils ont un abonnement Netflix. Et ils ont aussi le droit de manger dans leur lit, donc ce qui est aussi tout à fait agréable. Si vous avez des ados, vous voyez de quoi je parle. Si vous regardez un peu plus les résultats qu'on a essayé d'obtenir, et que je voudrais démontrer là, c'est en fin de compte la précision du modèle prédictif avec cette capacité de maintenir la concentration en oxygène que vous avez en bleu ici, à l'intérieur du compartiment équipage. Donc vous voyez que quelle que soit l'activité du rat, qu'il dort, il danse, il joue, vous êtes capable de maintenir une concentration relativement constante et le choix de changement de consigne que vous avez ici est effectivement fait par l'opérateur pour valider le modèle en dynamique. On veut effectivement éviter d'être sur un équilibre, je dirais, naturel, et on déplace les consignes pour réussir à valider notre système de contrôle. Alors ça, c'était les premiers résultats qui ont été faits sur oxygène CO2, et maintenant on a couplé le réacteur nitrifiant en amont de ce système. Alors effectivement, pourquoi on travaille dans cette direction et on ne part pas des déchets pour progressivement se rapprocher du compartiment équipage? On travaille effectivement en sens inverse, si je peux simplifier, pour être sûr de la contrainte maximum, puisque c'est notre équipage, c'est l'oxygène CO2 qui va avoir la dynamique la plus importante, et c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Donc on va reconstruire la boucle Mélissa au sol progressivement, en partant de l'équipage et en se rapprochant progressivement des déchets. Ce qui est effectivement un petit peu surprenant, mais au niveau des dynamiques et de la sécurité, c'est la meilleure solution. Donc maintenant, on connecte les microalgues avec la nitrification et on a les premiers résultats. Là, c'est breaking news, c'est des résultats qui sont en cours, où les premières simulations sont en phase avec les modèles, mais pour l'instant, je n'ai pas de changement de consigne à vous présenter. Mais sur cette étape de stabilité, vous êtes déjà en ligne avec les prédictions du modèle. Alors, ce qu'on fait avec les microalgues, on va essayer de le faire avec les plantes. Alors là, c'est ma blague favorite à chaque fois. Donc, je vous raconte des salades, mais en racontant des salades, je fais mon blé. Et on va essayer effectivement de caractériser ainsi de suite. Une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est combien faut-il choisir de plantes, quel cultivar, parce qu'une plante, si vous faites vos courses, c'est pas qu'il y a une sorte de pomme de terre, vous avez une dizaine de sortes de pommes de terre. Donc quel cultivar on va choisir, quel niveau de caractérisation on va descendre, et puis ensuite, comment on va soit consommer directement, soit stocker, soit attendre, soit récolter. Et tous ces aspects, on est obligé de les regarder au niveau système. Puisque si notre équipage a uniquement 5 minutes pour préparer ses recettes, c'est pas la peine de le faire partir sur du blé. La laitue et la tomate, ce sera mieux. Si vous n'avez pas de possibilité de stockage, vous allez aussi avoir des limitations. Après, si vous avez que de la laitue, vous pouvez consommer 100% de la biomasse, à peu près, mais au niveau nutritif, c'est relativement faible. Donc vous êtes obligé de regarder tout ça, et vous ne pouvez pas emmener tout un laboratoire, toute une cuisine entière, toute une batterie, parce que ça représente trop de masse. Donc on est obligé de challenger les cuisiniers. Alors on challenge principalement les grands cuisiniers français, évidemment. On est un petit peu chauvin. Et on leur demande, et on leur a demandé, notamment avec uniquement 8 plantes, de produire toute une batterie de recettes que l'on pourra ensuite tester sur les astronautes. Donc c'est un travail qui a été fait par une société française et puis la personne bien connue ici qui est Alain Ducasse, qui a élaboré un certain nombre de recettes qu'on a testées pendant les bed rest. Alors les bed rest, c'est vraiment ce qu'on préfère faire, c'est tout à fait rigolo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici au sol, il y a une répartition des liquides dans mon corps, et c'est vrai pour le vôtre, grâce à la gravité. C'est-à-dire que le sang tombe dans le bout de mes orteils et remonte grâce à mon cœur. Mais si vous êtes en microgravité, ça ne se produit pas comme ça. Vous avez une grande partie des fluides qui restent dans la partie supérieure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de raison de tomber.
si vous regardez les photos des astronautes, vous verrez souvent qu'ils ont la tête, les joues un peu gonflées. Certains disent qu'ils ont la grosse tête, mais normalement, quand ils redescendent au sol, ça passe. Ça passe pas toujours, mais souvent, ça passe quand même. Donc, on a 2 endroits en Europe où on fait ces tests, c'est au CHU de Toulouse et puis à Berlin, où effectivement, on va prendre des volontaires et on va les mettre la tête en bas. Alors, pas la tête en bas à 180 degrés quand même, la tête en bas à peu près à 6 degrés, ce qui nous permet plus ou moins de simuler les conditions de microgravité, mais ces personnes n'ont absolument pas le droit de s'asseoir, absolument pas le droit de se lever pendant des semaines et des semaines. Toute la partie validation des tests dépend de ça, d'accord ? Et donc on a eu accès à ces tests pour pouvoir effectivement tester l'acceptance de nos recettes. Il faut bien comprendre que si je vous fais goûter une des recettes Mélissa, disons à la pause café, vous allez tous être très aimables avec moi en disant que c'est excellent, et puis vous allez vous ruer ce midi sur la première brasserie locale, par exemple à l'Excelsior, et vous allez évidemment compenser le fait que nos recettes ne sont pas fabuleuses. Donc il faut pouvoir faire ça sur le long terme et être sûr qu'il y ait une acceptance. Et ce qu'on a fait ici, sur une centaine de jours, hein, vous avez à peu près une vingtaine de recettes qui ont été testées, et les résultats sont assez bons. On a les mêmes résultats avec des hommes, ils sont un petit peu moins bons. Je pense que la partie VJ, la partie effectivement nourriture végétarienne était un petit peu plus populaire dans la jante féminine. Bon. Autre difficulté, comme les liquides, les fluides de votre corps ne se répartissent pas de la même façon en microgravité, la perception du goût n'est pas la même. Donc la qualité organoleptique de l'aliment n'est pas la même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'astronaute choisit sa nourriture avant de partir. La nourriture est montée par le cargo précédent et quand il arrive à bord de la Station spatiale internationale, il a la nourriture qu'il a choisie. Alors il ne choisit pas ce qu'il veut uniquement, il ne peut pas prendre que des barres de Mars, même si ça le fait rêver, hein. Mais effectivement, il a un régime alimentaire qui est calé avec tous les nutritionnistes qui vont bien. Mais à cause de ce changement en microgravité, il y a des aliments qu'il trouvait absolument fabuleux au sol et qu'il trouve sans aucun intérêt en microgravité. Et on a besoin de mieux comprendre, aujourd'hui encore en phase de recherche, de mieux comprendre les notions de salé sucré. Et ça, c'est une expérience qu'on avait fait avec l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti et l'astronaute danois Andreas Morgensen, de façon justement à essayer de mieux qualifier les qualités de nos éléments. Alors, effectivement, tout ce travail depuis 28 ans, il a d'abord démarré à la paillasse, hein, puis on va essayer de se rapprocher de la fusée. Donc, on commence avec des choses très classiques, je dirais, du monde académique, du monde universitaire, avec des bioréacteurs, et puis là, on va acquérir un maximum d'informations. Puis, vous savez comme moi que ces bioréacteurs ne sont pas prévus pour travailler pendant des mois, des années. Donc on passe tout de suite à des pilotes un petit peu plus grands, tels que celui que vous avez vu ici. C'est exactement le même procédé. Et puis une fois qu'on a vraiment calé nos modèles, qu'on est sûr de bien comprendre le procédé, qu'on a quelque chose de tout à fait raisonnable, de robuste et tout, eh bien en fin de compte, on va faire un truc tout petit. Parce que, effectivement, faire voler aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. D'abord, vous ne décidez pas de voler et vous volez. Vous êtes sur une compétition internationale, c'est-à-dire vous faites une proposition à un appel d'offres avec des collègues NASA, avec des collègues JAXA, avec des collègues russes. Et c'est uniquement si vous êtes pertinent, si vous êtes bien disant, que vous avez une chance de voler. Et le bioréacteur que vous avez vu de taille énorme, eh ben vous le retrouvez ici aussi, c'est exactement le même. Et on va en faire voler 4 cette année, au mois d'octobre, où effectivement on va pouvoir essayer de quantifier des cinétiques de croissance des micro-organismes en microgravité. C'est peut-être une étape qui peut paraître simpliste, mais si vous ne connaissez pas vos cinétiques de croissance en microgravité ou s'il y a un changement de ces cinétiques, tous les dimensionnements que vous allez faire après n'ont plus sens, hein. Voilà. Et une fois que vous avez acquis cette connaissance, bien effectivement, vous êtes capable de dimensionner un système de support vie en vraie grandeur. Et là, on parle de choses qui seraient, par exemple, soit sur une station orbitale lunaire, soit sur un vol vers Mars. Alors, on ne peut pas, encore une fois, oublier toute la partie de déploiement, hein. Si vous parlez d'une serre, par exemple, vous voyez bien qu'il y a toute la structure de la serre. Aujourd'hui, on ne sait pas faire pousser des plantes dans le vide. Donc, on étudie en parallèle de toute la partie génie des procédés, aussi toute la partie organique, hein, comment vous allez déployer une serre à la surface de Mars. Une serre gonflable, c'est très bien, mais il faut quand même emmener de quoi la gonfler, sinon ça ne marchera pas. Comment vous allez passer les tuyaux, comment vous allez l'éclairer, comment vous allez vous protéger des radiations. Donc, tous ces aspects système sont considérés et feront partie du choix, hein. Alors peut-être qu'en fin de compte, la laitue présentera plus d'intérêt que le blé parce que vous allez pouvoir faire une serre extrêmement plate. Bon, ce sont des exemples.
Et puis une fois que tout ça sera fait, vous allez pouvoir effectivement dimensionner votre système en vraie grandeur tel que vous l'avez sur ce dessin. Alors, l'accès à l'espace, effectivement, tout ça c'est bien joli, c'est de la recherche au sol. Dès que vous allez parler avec des gens de l'espace, ils vont dire « oui, mais qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher là-haut ?» Donc effectivement, régulièrement, et ça c'est une caractéristique du projet Mélissa, on a fait voler un certain nombre d'expériences. Toutes celles qui sont en noir ont déjà volé, toutes celles qui sont en vert sont acceptées. Effectivement, on a un certain nombre d'autres idées pour faire voler, mais celles qui sont en vert sont déjà acceptées. Et la prochaine, c'est effectivement les microalgues. Et vous retrouvez ici votre photobioréacteur. Hein. Vous voyez ici, en fin de compte, le volume de culture qui se situe aux alentours de 200 ml, avec l'éclairage. Et ici, toute l'instrumentation pour pouvoir faire des cultures en batch, en fed batch et en continu. Donc, vous allez en avoir 4 comme ça, et 2 vont être sur une centrifugeuse à 1G, de façon vraiment à pouvoir obtenir un certain nombre d'informations. Donc, vous voyez, hein, on fait très gros, puis après tout petit, parce qu'en fin de compte, ça coûte une fortune de faire voler tous ces éléments. Alors, tout ça, c'est très bien, mais c'est effectivement fait avec vos impôts. Donc, si ça pouvait présenter un peu d'intérêt pour votre vie de tous les jours, ça ne serait pas négligeable, plutôt que d'archiver ces résultats en attendant d'aller sur Mars. Et dans le projet Mélissa, on a effectivement créé un certain nombre de sociétés. On a créé 3 spin-offs et une fondation dans les domaines qui sont ici. Je voudrais juste vous citer quelques exemples. On a un système de traitement d'eau sur l'université de Kenitra, hein, où on a à peu près 1200 personnes qui bénéficient de notre système de traitement d'eau. On travaille sur un recyclage de la biomasse et de l'eau sur une brasserie hollandaise. Alors là, je vais tout de suite être très très clair. Même mes amis belges disent que ça pourrait être une bière belge. Donc effectivement, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est une bière de qualité. Et là, on travaille avec eux justement pour améliorer la circularité de cette brasserie. On a aussi créé une société pour les systèmes d'urgence en cas de catastrophe, justement, avec un système gonflable et une prise en charge des aspects sanitation. On a travaillé sur les bioplastiques et sur les biosimulants. Et puis, on a effectivement une collaboration depuis déjà pas mal d'années entre 2 partenaires du projet Mélissa, qui sont l'Université de Clermont-Ferrand et l'Université de Nantes-Saint-Nazaire, où une partie de la connaissance développée pour le spatial est réutilisée justement pour l'amélioration des photobioréacteurs. Alors, bon, tout ça, c'est le passé. Je voudrais quand même vous préparer un peu du futur. Donc, on a aussi une activité pour sensibiliser le citoyen européen, et notamment, on a, nous aussi, ce qu'on appelle le STEM, vous savez ce que c'est. Donc, il y a 2 ans, on a fait une expérience avec 1000 écoles en Europe, hein, et en online avec l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti, pour effectivement sensibiliser les scolaires sur la problématique de la culture d'algues et effectivement les limitations en carbone. Oui, on a commencé avec des choses simples, mais c'était quand même assez sympathique de pouvoir voir des enfants converser avec la Station spatiale internationale en temps réel et de voir l'astronaute répondre à ces questions. C'était quand même assez sympathique. Et on a commencé une 2e expérience depuis quelques semaines qui s'appelle Astroplan, qui a été présentée au Bourget il y a quelques jours, avec la présence de Thomas Pesquet, qui en fin de compte essayait de faire une caractérisation des plantes de façon assez basique, mais par les scolaires et ensuite par, je dirais, le citoyen européen à la maison. Donc, on collectionne aussi un certain nombre de prix. En haut à gauche, un groupe de stagiaires de l'X qui sont qualifiés pour la finale. Il y avait 135 équipes au départ, il n'en reste plus que 10. Ils sont qualifiés pour la compétition en Californie qui s'appelle Mars City. En dessous, on a gagné l'année dernière les 2 premiers prix des Thésards pour la Belgique, ici la remise des diplômes par le Sénat. On a gagné aussi le prix ArcelorMittal, et Justina Baris, que vous avez ici, a été retenue par Forbes parmi les 30 meilleurs étudiants en Europe l'année dernière. Au mois de juillet cette année, on va ouvrir un call pour des thèses Mélissa. Alors, il faut vous connecter sur le site de la Fondation Mélissa et vous pouvez avoir accès à ce call. Et le prochain workshop Mélissa sera à Rome en mai l'année prochaine. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.
très pluridisciplinaire, effectivement, qui montre, j'imagine pas toutes les facettes, mais une bonne partie des facettes du problème. On a un peu de temps pour une ou deux questions dans la salle, s'il y a des questions. Merci pour cet excellent exposé, ça nous fait découvrir des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Moi j'aurais une question qui est assez simple, c'est que vous avez parlé du recyclage des déchets, mais il y en a un que vous n'avez pas abordé, c'est l'entropie. Donc au niveau énergétique, comment est-ce que vous gérez ça au niveau de l'espace? Est-ce que c'est uniquement de l'énergie qui vient du soleil ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour approvisionner une station sur 1000 jours, puisque je crois que c'est des unités de temps que vous donniez? Tout à fait. Alors aujourd'hui, la source d'énergie la plus classique dans le spatial, c'est la partie solaire, effectivement. Si vous voyez la Station spatiale internationale, elle fait à peu près la taille d'un terrain de football. Et les 3/4, ce sont les panneaux solaires. Donc ça, c'est l'approche classique. Sur la partie transit vers Mars, qui devrait durer 6 à 9 mois, je pense qu'effectivement, on va rester sur des panneaux solaires. À la partie surface de Mars, où pour l'instant, il n'y a pas de choix définitif, il faut quand même savoir que Mars bénéficie plus ou moins du même cycle jour-nuit que la Terre. Donc effectivement, dans ce cas-là, les panneaux solaires ressemblent tout à fait à une solution que je dirais adéquate. Par contre, si on passait sur une base lunaire, là on a un réel problème, puisque les cycles jour-nuit sont de 12 jours terrestres. Donc là, vous ne pouvez plus utiliser les panneaux solaires et vous êtes obligé de passer sur de l'énergie nucléaire. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, vous n'entendrez pas beaucoup parler de base lunaire sur des projets extrêmement sérieux, puisque je pense que peu de gens ont l'intention de mettre une centrale nucléaire en haut d'Ariane 5. Donc, c'est sûrement une des limitations. Donc aujourd'hui, oui, on est sur les panneaux solaires, et l'énergie n'est pas le premier critère limitant pour nous. Ça sera la masse bien loin devant l'énergie, en sachant que dans la masse, on va effectivement compter la masse des panneaux solaires. Oui, on raisonne de cette façon. Au niveau des voyages justement sur Mars, tu as évoqué les mutations sur les micro-organismes, les micro-algues, etc. Mais pour les humains, qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour les protéger des rayons cosmiques? Quels sont les risques de mutation et qu'est-ce qu'on a comme information là-dessus? Alors ça, c'est effectivement une excellente remarque. Je dirais que le premier bioréacteur qu'il va falloir faire fonctionner de façon fiable, c'est l'intestin. Qu'ensuite on utilise une autre technologie, pas pour le recyclage, je ne sais pas, mais effectivement, si on ne réussit pas à faire fonctionner l'intestin, l'astronaute va marcher beaucoup moins bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui au sol, on n'est pas capable de reproduire le spectre global de radiation qu'on aura en passant les ceintures de Van Allen. Donc la première idée, c'est ce qui est en projet aujourd'hui, c'est de mettre un orbiteur lunaire sur le point de Lagrange, le L4, celui qui est de l'autre côté de la Lune, de façon à pouvoir, entre guillemets, bénéficier de cette plateforme pour pouvoir faire cette recherche sur les effets des radiations. Aujourd'hui, sans protection particulière, il est clair que l'astronaute ne peut pas survivre à une phase de transit vers Mars. La solution technologique qui est souvent proposée, c'est d'essayer de transformer les réserves en eau sur un réservoir torique. Et on sait assez bien prédire les événements, les orages solaires, et l'astronaute il reste caché au milieu du Babaorum, si vous voyez ce que je veux dire, pendant l'orage solaire. Mais là encore, on est vraiment extrêmement dans la recherche, et il n'y a rien de très précis encore, avec toute la problématique qu'on a effectivement aussi sur eucaryotes, procaryotes, parce que l'humain, s'il y a une mutation, ça va être drastique, alors que sur la partie procaryote, on peut espérer des reconstructions relativement plus faciles, à condition qu'on sache les modéliser ensuite. On travaille aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes, notamment dans Mélissa, qui travaillent sur les effets des radiations sur les batteries de tests à mettre en place aujourd'hui sous les ceintures de Van Allen, mais effectivement, une fois qu'on sera passé de l'autre côté, il y a un très très gros travail à faire. Et c'est à mon avis personnel, là je vous demande de ne pas coter ce que je vais vous dire, c'est à mon avis le facteur limitant pour les prochains vols. Peut-être une dernière question? Non, écoutez, sinon, merci beaucoup Christophe. Merci.